l'invité politique ce matin, c'est Hervé Marseille. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste au Sénat et président de l'UDI. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Marseille. Bonjour. Sans surprise, on va parler de la loi immigration. Hervé Marseille, lundi aura donc lieu la commission mixte paritaire qui réunit députés et sénateurs pour tenter de trouver un accord. Est-ce que lundi, c'est trop tôt? Est-ce que la conclusion d'un accord est possible dans ce délai? Le Sénat avait exprimé une voix différente, puisque quand on a appris que le choix de l'exécutif, c'était d'aller vers une commission mixte paritaire, on en a pris acte, et nous, on souhaitait prendre du temps. C'est un texte qui est là, sur la table, depuis le mois de février. On en parle quasiment depuis un an. Vous pouvez prendre 5 minutes de plus pour apaiser et puis essayer de rapprocher les points de vue, discuter, profiter des fêtes de fin d'année pour rechercher des convergences. Bon, le choix a été différent, c'est celui de réunir rapidement la commission mixte paritaire. Mais il aurait été mieux d'attendre janvier pour vous? Bah oui, maintenant, bon, c'est comme ça, on fait avec. Quelles peuvent être les conséquences de cette urgence-là de négocier aussi rapidement? C'est fait un peu dans la précipitation. Sur le thème, ça ne sert à rien d'attendre. S'il y a un accord, on peut le faire tout de suite. Sinon, qu'est-ce qui se passera de différent dans un mois? Ça peut braquer les gens? Mais pour vous, c'est une erreur? C'est-à-dire que... Ça amoindrit les chances de trouver un accord, ce délai raccourci. En tous les cas, c'est pas facile de rapprocher des points de vue qui sont quand même assez éloignés en quelques heures. Maintenant, il y a un texte, celui du Sénat, et il faut voir quelles sont les concessions que nous sommes capables d'accepter pour essayer de trouver un accord. Alors justement, vous avez rencontré la Première ministre Elisabeth Borne hier. Qu'est-il ressorti de cette réunion ? D'abord qu'elle est engagée, qu'elle est impliquée, qu'elle cherche l'accord, puisque c'est sa mission. Nous avons un texte qui est celui du Sénat. Entre parenthèses, heureusement, là encore, qu'il y a un texte au Sénat. Et je vois qu'aujourd'hui, tout le monde dit le texte du Sénat, merveilleux, formidable. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, vous aussi certainement. Il a fallu bagarrer pour qu'il y ait un texte. De la même façon, au moment des retraites, heureusement qu'il y avait le texte du Sénat. Donc, une fois de plus, le Sénat a montré qu'il était indispensable dans le fonctionnement des institutions, surtout avec la configuration de l'Assemblée nationale. Donc, on peut trouver un accord. On a regardé les points difficiles, l'AME par exemple. L'aide médicale d'État, oui. Voilà, l'aide médicale. Ça peut faire l'objet d'un texte séparé en début d'année. Donc ça pourrait être le compromis. On le sort du projet de loi immigration et on en fait une réforme à part en début d'année prochaine. Un des éléments du compromis, s'il y a un engagement du gouvernement pour dire que c'est... Parce que c'est vrai qu'on parle de cavaliers législatifs, c'est-à-dire de textes qui n'ont pas leur place dans le texte immigration. On pourrait considérer qu'il y a un débat à accepter. Mais c'est pas le seul texte qui pourrait être, partie du texte qui pourrait être considéré comme un cavalier législatif. On parle aussi du code de la nationalité ou encore les prestations sociales aux étrangers. Il y a un certain nombre de points qu'on va considérer comme irritants pour l'Assemblée nationale, où nous sommes disposés, pour ce qui est de la majorité sénatoriale, à discuter de ces différents points pour essayer de tendre la main à nos collègues de l'Assemblée nationale. Parce que juste pour compléter la question de Julien, parce qu'hier soir, il y a des réunions évidemment partout. Hier soir, les députés Renaissance se sont réunis et ils ont acté 3 lignes rouges. Le retrait de la réforme de l'AME, vous nous en avez parlé, la suppression de l'article qui conditionne le bénéfice de certaines prestations sociales à 5 années de résidence en France et la fin de la restriction de l'accès à la nationalité. Est-ce que des compromis sont possibles sur ces 3 points ? Quand on veut, on peut. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Vous y êtes favorable, mais est-ce que la droite et les Républicains sont prêts à le faire? À l'impossible, nul n'est tenu. Vous en avez parlé avec Bruno Retailleau? Oui. Qui dit quoi? Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Nous sommes désireux de trouver un chemin qui mène au compromis. Parce que le problème, c'est pas de savoir si les Républicains, les Renaissance ou je ne sais qui sont d'accord. Le problème, c'est de savoir si on est capable d'apporter des réponses aux Français. Les gens, ils nous regardent. Leur problème, c'est pas de savoir à quelle heure on se réunit avec qui. Le problème, c'est de dire il y a des difficultés concernant les problèmes migratoires. C'est des problèmes que rencontrent l'ensemble des pays européens. On voit les ravages
que ça amène en termes politiques, la montée du populisme, on a vu encore récemment en Hollande. Donc notre problème, c'est de dire, il y a un sujet migratoire important qui taraude la société française, il faut apporter des réponses. On peut le faire. Bon, les lignes apportées par la majorité à l'Assemblée nationale sont des lignes dépassables, on peut arriver à des compromis, il faut que chacun fasse des pas. Bon, il se trouve que l'Assemblée a échoué à trouver un accord. C'est sur la base du texte du Sénat que devra se faire l'accord. Je comprends que ça ne satisfasse pas tous les députés, mais on peut trouver des chemins pour aboutir lundi. On s'y emploie, et moi je suis assez optimiste. Mais alors si on dit justement que ces lignes rouges tracées par le groupe Renaissance sont modifiables, qu'on peut trouver un compromis là-dessus, finalement, où se situe le nœud du problème? C'est encore la régularisation dans les métiers en tension ? Non, je pense qu'il y a un certain nombre de députés chez Renaissance, mais aussi chez mes amis du MoDem ou chez Lyotte, qui sont interrogés par les évolutions. Parce que le texte sera forcément plus à droite que celui qui est sorti de la commission des lois de l'Assemblée. Voilà. Bon, à un moment donné, il faudra choisir. C'est pour ça que c'est pas nous qui avons choisi la date de lundi, ça sera à prendre ou à laisser. Bon. Mais sur les travailleurs dans les métiers en tension, est-ce qu'il est quasi acté que c'est la version du Sénat qui sera retenue et le fameux article 4 bis? Ah, ça, s'il y a un article auquel nous tenons tout particulièrement, et surtout nous au groupe Union Centriste, c'est un peu la marque qu'on a réussi à imprimer au Sénat, c'est l'article 4 bis. Bon. Mais ça fait plus partie des lignes rouges des députés Renaissance. Est-ce que vous en avez parlé de cet article avec Elisabeth Borne? Est-ce que du coup il est acté qu'ils vous suivront? Il n'y a rien d'acté. Il y a simplement, on en a parlé, et ça fait partie des choses que nous considérons comme étant non discutables. D'ailleurs, maintenant, c'est même l'ensemble de la majorité sénatoriale qui dit, voilà, le Sénat a trouvé ce compromis sur la régularisation. Bon, la régularisation par les préfets, avec quelques critères dans la loi, il n'y a pas de quoi écrire à la famille quand même. Et donc, franchement, voilà, je veux dire, mais notre rapporteur, Philippe Bonnecarrère, a fait une étude sur toutes les révisions qu'il y a eu depuis la fin de la dernière guerre sur ce sujet. Si vous regardez, il y a eu un certain nombre de révisions, de réformes, dès 1956. 71 et en 81 par François Mitterrand et un peu plus tard. À chaque fois, c'est l'autorité de l'État, c'est le représentant de l'État, le préfet, quel que soit le gouvernement, de droite ou de gauche, qui a été chargé d'assurer les régularisations. Donc dans la continuité de l'action de l'État et de la République, on propose que ce soit les préfets qui assurent la régularisation avec des critères. Bon. Le souci étant qu'au sein même des Républicains, deux camps s'affrontent, et dont l'un, à l'Assemblée nationale, considère que même cet article 4 bis réécrit ne suffit pas, crée un appel d'air et donc compte s'y opposer. Ma science politique s'arrête aux portes du groupe LR à l'Assemblée nationale. Vous me permettrez de ne pas m'en mêler. J'ai vu que M. Pradier, qui s'exprime toujours avec sobriété, a dit que c'était un texte centriste. Dans sa bouche, ça ne doit pas être un compliment. Mais bon, ma foi, il devra peut-être s'en contenter. Dans le Lot, ça suffit. Mais Bruno Retailleau vous a dit qu'il était sur votre ligne sur l'article 4 bis. Oui, absolument. C'est plus sérieux. Mais ça ne suffira peut-être pas à convaincre Aurélien Pradier, en effet. Il y a une autre question qui se pose, c'est que visiblement, donc, il pourrait y avoir un accord sur une partie du texte. Elisabeth Borne a proposé un saucissonnage, entre guillemets, pour essayer justement d'avancer. Vous êtes farouchement opposé à cette démarche ? Farouchement, c'est peut-être pas le terme exact. Simplement, ça a déjà été évoqué au printemps. Certes. Et la réponse avait déjà été apportée par le président du Sénat. C'est lui qui a employé le mot de saucissonnage. C'est une expression charcutière qu'il apprécie. Et donc, c'était de dire, non, il y a une politique migratoire, elle ne peut pas être présentée par tranche, par morceau. Donc, la réponse a déjà été apportée. Nous ne souhaitons pas que le texte soit tronçonné. Il y a un texte global et la réponse du Sénat, c'est non au saucissonnage, oui à un texte global et un accord global à partir du texte du Sénat.
Ce matin, dans le Figaro, Bruno Le Maire appelle la majorité à reconnaître qu'elle a subi une défaite et à reprendre la version du Sénat en espérant, je le cite, que LR comprenne qu'il faut bouger les lignes sur 2 points sensibles pour notre majorité, l'AME et les conditions d'accès aux aides sociales. Est-ce que cette déclaration de Bruno Le Maire, c'est un soutien de poids pour vous ? En tous les cas, ça va dans le bon sens. On devrait plus souvent écouter Bruno Le Maire. Et donc, je pense qu'il dit ce que dit d'ailleurs Gérald Darmanin après lui, et c'est la réalité. À partir du moment où il y a eu cette motion de rejet à l'Assemblée nationale, le texte revient en CMP, et sur la base du dernier texte voté, c'est-à-dire celui du Sénat. Donc c'est à partir du texte du Sénat, dans son entièreté, que se fait l'accord. Ou pas. On parlait de Gérald Darmanin. Il a subi les foudres de certains cadres des Républicains, notamment Éric Ciotti, qui a dit qu'il préférait même négocier avec Elisabeth Borne. Comment vous jugez ce comportement ? Est-ce qu'il faut aller au-delà des accusations ad hominem ? Et puis surtout, se poser la question de savoir si Gérald Darmanin, pour vous, il a commis des erreurs dans la négociation ? Écoutez, il y a un résultat, il est ce qu'il est, il faut le prendre comme il est. Moi, j'ai travaillé et je continue de travailler avec Gérald Darmanin. J'ai des relations amicales avec lui depuis longtemps, avant même qu'il rentre au gouvernement. Je pense qu'il s'est beaucoup impliqué dans ce texte. Bon, la configuration de l'Assemblée nationale n'est pas facile. Bon, il y a certainement eu des choix qui ont été faits qui n'ont pas été les bons. Il n'a pas réussi... Il a commis des erreurs politiques ? J'en sais rien, et en tous les cas, il n'a pas réussi à rassembler. Le résultat, il est là. Bon, et donc maintenant, on est sur une commission mixte paritaire. L'essentiel, encore une fois, c'est de trouver une solution pour qu'il y ait un texte. Parce que personne ne comprendrait qu'après 1 an de débat sur tous les sujets, on n'arrive pas, dans ce pays, à trouver une solution sur un texte majeur. Ou alors, c'est que vraiment, je veux dire, on peut comprendre que l'opposition de gauche soit hostile. Elle est sur une radicalité différente. Mais très sincèrement, sur l'essentiel, on doit pouvoir rassembler et trouver une solution. Et les Républicains, voilà. Pour une partie en tout cas d'entre eux, sont dans une posture de radicalité. Vous le regrettez ? Écoutez, moi, je ne sais pas qui fait quoi à l'Assemblée nationale. Moi, je travaille dans la majorité sénatoriale. Je ne me permets pas de m'immiscer dans les problèmes de l'Assemblée. Enfin, j'aimerais savoir qui fait quoi. Parce que quand on dit les Républicains, moi, je ne sais pas si on parle d'Éric Ciotti, d'Olivier Marleix. Il ne tient pas son parti. J'en sais rien. Il y a quand même des cadres. Il y a quand même un Olivier Marleix, président de groupe, Éric Ciotti, président des Républicains. Non, mais il va falloir écrire un que sais-je pour savoir comment travailler avec les Républicains à l'Assemblée. Donc ça veut dire qu'Éric Ciotti ne tient pas son parti. Moi, je travaille dans la majorité sénatoriale, sous l'autorité du président Larcher, avec Bruno Retailleau. Après, ailleurs, chaque jour suffit sa peine. Hier, François Patriat nous disait, il était à votre place, et il nous disait que si la CMP échoue, le texte sera retiré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'en cas d'échec, vous dites il faut qu'on se remette au travail et il faut qu'on reparte dans un débat et qu'on fasse un... Encore une fois, nous, on travaille à ce qu'il y ait un résultat lundi. Je ne me place pas dans une autre perspective. Après, si l'exécutif souhaite retirer le texte en cas d'échec, c'est son choix. C'est à l'exécutif, c'est-à-dire à la Première ministre ou au chef de l'État de le décider. Moi, j'essaie de travailler avec mes collègues pour qu'on ait un résultat. Il s'est passé des choses à Arras, c'est tout frais, il y a quelques semaines, c'était horrible, c'était affreux. Il s'est passé des drames à Annecy il n'y a pas longtemps, quelques mois, on n'en parle plus, mais c'est quand même dans les esprits. Quelqu'un qui arrivait de Suède, je crois, et qui a poignardé des jeunes enfants. Bon, à chaque fois, on dit comment ça a pu se faire. On regarde la situation. Bon, à chaque fois, on dit il y a un trou dans le filet, il y a tel problème. De toute façon, on sait très bien, mais ça sera un débat qu'on aura l'année prochaine, que nous essayons de trouver des solutions, des petits pas, ici en France, avec la législation française. C'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de trouver des solutions à l'échelle européenne. Ouais. Alors, tant qu'il n'y aura pas de règles européennes, on peut s'escrimer chez nous. Voilà. Mais justement, alors pour éviter ça, les Républicains, ils avaient préparé une proposition de loi constitutionnelle qui aurait dû être examinée mardi soir, mais qu'ils ont dû retirer de l'ordre du jour, faute d'accord avec vous, puisque vous n'étiez pas sur la même ligne, notamment sur l'élargissement du référendum pour permettre un référendum sur l'immigration et sur la primauté du droit national sur le droit européen, justement pour permettre un meilleur contrôle de l'immigration sur le sol national. Bruno Retailleau dit que le texte n'est pas enterré. Est-ce que vous travaillez avec eux sur un nouveau texte ? Non.
Pour vous, il doit être enterré, ce texte? Mais attendez, ça c'est la lettre au Père Noël. Et je veux dire, Père Noël, je voudrais un référendum, je voudrais des règles européennes différentes, etc. Mais les conditions ne sont pas réunies. Pour faire un référendum, c'était l'article 2 de cette PPLC, il faut élargir le champ de l'article 11 de la Constitution. Bon, l'affaire est enterrée. On en a parlé avec le chef de l'État à Saint-Denis il y a quelques semaines. Ouais. La conclusion, c'était on arrête les débats, il n'y a pas de majorité possible, donc stop. Où les LR n'étaient pas. Est-ce que là, ils ont fait une erreur de ne pas y aller pour défendre? Mais là encore, moi, je ne suis pas psychiatre. Et donc, ça tient de la psychiatrie pour vous. Hein. Mais je ne sais pas s'ils vont, s'ils n'y vont pas. Bon, en tous les cas, ceux qui étaient là ont débattu et à partir de là, la décision, en tous les cas, ça a été celle du chef de l'État et donc ça a été une conclusion. On ne fait pas. Bon. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de refaire des PPLC en disant « Ah si, on va refaire ». On sait très bien que ça ne marche pas. Et nous sommes hostiles à l'élargissement de l'article 11. Donc, ce référendum n'est pas possible. Sur l'article 3, c'était l'identité constitutionnelle de la France. Nous sommes attachés à la hiérarchie des normes juridiques européennes. Je ne dis pas qu'il n'y a que du bonheur dans les choix de l'Europe, dans les décisions juridictionnelles. Il faut y travailler. Mais en tous les cas, c'est une situation qui prévaut. Donc on était hostile, on a essayé de trouver des solutions, ça ne marchait pas, donc on a procédé en commission des lois avec un amendement d'annulation de cet article qui a été approuvé par la commission des lois. Donc à partir de là, je pense que les conditions n'étant pas réunies pour ce débat, le président du groupe LR a préféré retirer le texte. Ça va laisser des traces dans la majorité sénatoriale? Non. Parce que des textes qui viennent, il y en a un paquet quand même. Donc la majorité sénatoriale fonctionne bien, toujours? Oui, bien sûr. Il y a un groupe LR, il y a un groupe Union centriste et il y a un président, Gérard Larcher. Et alors c'est comme dans tous les couples, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais vous restez un couple, c'est ce que vous nous dites. Oui. On va parler d'un autre texte. C'est un texte qui a été présenté par le gouvernement mardi en Conseil des ministres sur la constitutionnalisation de l'IVG. Le gouvernement qui finalement n'a pas retenu exactement la formulation du Sénat qui parlait de liberté, conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Le gouvernement a rajouté liberté garantie à la femme d'avoir un recours à une interruption volontaire de grossesse. Est-ce que, avec ce changement de formule, vous voterez ce texte? Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à cette inscription dans la Constitution. Pourquoi ? Parce que, pas plus que, on vient de parler du référendum pour la Constitution, l'élargissement de l'article 11. Parce que la Constitution, c'est quelque chose qui ne doit pas beaucoup bouger. On voit bien la Constitution américaine, elle n'a quasiment pas bougé depuis l'origine. C'est quelque chose qui est important. Si on commence à tous les matins vouloir ajouter quelque chose dans la Constitution, il y a peu c'était pour l'environnement, après c'est maintenant pour l'IVG, on peut commencer à constitutionnaliser toutes sortes de sujets qu'on considère à tort ou à raison comme importants, et après c'est plus une constitution, ça devient quelque chose de différent. Donc voilà, moi je respecte les choix des uns et des autres. Cette affaire, elle vient du fait que les États-Unis avaient rencontré un problème avec la Cour constitutionnelle. Aussitôt, on a transposé ça en France. Moi, je crois, là encore, qu'il serait beaucoup plus judicieux d'essayer d'introduire ces notions-là dans les chartes européennes. Parce qu'il y a des pays où l'IVG en Europe est soit menacée, soit pas garantie. Mais c'était passé de justesse au Sénat la dernière fois. Est-ce que vous pensez que là, ça passera ? Écoutez, je n'ai pas commencé à en parler avec mes collègues et regarder un peu le fond de l'affaire. Je pense qu'il y a des chances pour que ça passe, avec les voix de la gauche, à l'Assemblée nationale, bien sûr, mais aussi au Sénat. Bon, c'est un problème de conscience et chacun agira en liberté, en tous les cas dans mon groupe. Si ça devait passer, bon, c'est comme ça, on prendra acte. Dont acte. Mais je ne pense pas que ça soit l'essentiel. Parce que dans notre pays, voilà, je considère que l'IVG n'est pas menacée.
c'est, semble-t-il, garanti ce que vous dites. Vous parlez beaucoup d'Europe depuis le début de cette émission. Ça me permet de vous poser la question de savoir si vous avez évolué dans l'idée d'une liste commune avec la majorité présidentielle pour les européennes. Non, pour l'instant, on est loin de tout ça. Simplement, moi, j'ai évoqué des analyses, c'est-à-dire que chacun peut faire. On est dans un pays où, politiquement, qu'on le veuille ou non, il existe une forme de tripartition de la vie politique française et qui se polarise. On le voit bien à travers les études d'opinion. On voit bien qu'il n'y a pas de gauche sans M. Mélenchon. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je combats violemment M. Mélenchon. Enfin, force est de constater qu'il polarise autour de lui au moins 15% de l'opinion et qu'il n'y a pas de gauche sans lui. On voit bien que sur la droite la plus à droite, Jordan Bardella et Marine Le Pen polarisent. Avec accessoirement le courant de M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, etc. Puis il y a ce qu'on appelle un bloc central. Et il n'y a pas beaucoup d'espace entre ce bloc central et les extrêmes. Et à partir de là, on voit très bien que se dessine un chemin pour Mme Le Pen en 2027. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas de ce résultat en 2027, la conclusion, c'est qu'il faut réfléchir à l'organisation de la vie politique entre maintenant et 2027 pour savoir comment ça marche. Mais je nous dis qu'aujourd'hui, les LR n'ont plus de place pour une existence propre. J'en sais rien, c'est les électeurs qui le diront. En tous les cas, je vois peu d'espace politique. Si vous regardez les sondages, on voit bien ce que ça a donné au présidentiel. Mais j'ai des amis, beaucoup d'amis chez les Républicains. Mais les Républicains ont fait un choix qui est celui de travailler à une ligne de droite. C'est plus la droite et le centre, c'est la droite. Et d'ailleurs, ils ont lancé les états généraux de la droite. Ils ont choisi le candidat à la présidentielle uniquement entre eux, avec les adhérents de LR. Donc c'est une formation. Mais vous l'avez soutenu après Valérie Pécresse. Là, ça veut dire que là, vous, pour les européennes, vous tournerez du côté de la majorité présidentielle. Il y a un moment donné où, quand vous travaillez avec des gens qui disent nous, on est entre nous, on reste entre nous, on travaille sur une ligne qui est la nôtre, etc., etc., bon, on se demande ce qu'on fait là. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de tirer des conséquences. Donc, on va réfléchir, travailler et puis décider. Mais vous avez commencé à travailler avec eux déjà ou pas encore ? Avec qui ? Avec la majorité présidentielle. Non, pas du tout, non. De toute façon, attendez, c'est au mois de juin, les européennes. Oui, mais c'est maintenant que les listes se constituent. Je sais, vous avez plein de confrères déjà qui s'attaquent aux européennes parce qu'il faut bien organiser Mais vous, c'est la ligne que vous souhaitez, c'est faire une alliance avec la majorité présidentielle. Je fais une analyse, j'observe la situation, je suis bien obligé de tirer des conséquences. Il y aura des conséquences sur la majorité sénatoriale si vous faites le choix d'aller avec... Pour l'instant, on travaille très bien... Encore une fois, entre nous, ici, mais en tous les cas, il y a une préoccupation. Merci Hervé Marseille. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Julien, la une de La Voix du Nord, c'est la pluie. Les pluies. Oui, tout à fait. Les records, les nappes souterraines font le plein. C'est dur à dire. C'est plus facile à l'écrit. La une de votre journal. Merci Julien Lécuyer. Merci Oriane Mancini. À très vite. Merci beaucoup Hervé Marseille. On passe au Club des Territoires.